Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez spécial sorti à la fin des années 80, un petit peu sadique quand même, 1989 pour être exact, La Guerre des Roses ou en version originale The War of the Roses, vous voyez peut-être la référence historique, réalisé par Danny DeVito qui oui, n'a pas été qu'acteur dans sa carrière, il a aussi réalisé des longs métrages et je pense qu'ici c'est son meilleur. Il n'est pas au scénario, c'est un certain Michael J. Leeson, mais c'est adapté d'un roman écrit par Warren Adler. Mais surtout, au casting, dans les rôles principaux, on retrouve le duo du film de Robert Zemeckis à la poursuite du diamant vert, où d'ailleurs Danny DeVito jouait aussi. Michael Douglas et Kathleen Turner. C'est peut-être là, sur ce tournage, que les trois ont eu l'idée de collaborer un jour sur cette comédie noire et très corrosive. D'ailleurs, Danny DeVito y campe également un rôle là en tant qu'avocat narrateur. On peut citer en seconde prestation Marianne Zegebrecht, je crois qu'on prononce comme ça, et si c'est mal prononcé, désolé, parce que moi et la langue germanophone, au niveau prononciation, c'est pas forcément un fort. Une dame qui avait quand même joué dans Bagdad Café 2 ans avant. Il y a Sean Astin aussi qui apparaît en tant que fils à l'âge de 17 ans du couple. Bref, que disais-je? Oui, que raconte cette œuvre très cruelle? Tout simplement l'amour et la haine, et surtout la haine, la montée crescendo de celle-ci, entre deux jeunes gens au début qui sont étudiants et qui se rencontrent lors d'une vente aux enchères avec une perruque improbable pour Michael Douglas, bon, et qui vont très vite avoir une relation très proche et se marier, avoir des enfants et évoluer aussi au niveau de la classe sociale, monter les échelons avec une grande maison, mais derrière peu à peu perdre cet amour, cette union, et commencer à se détester cordialement, et beaucoup moins cordialement une fois arrivé dans le dernier acte du film. Long métrage que j'ai découvert, alors pas à l'époque quand même, parce que sinon je l'aurais vu à l'âge 8, 9, 10 ans, et ça aurait été problématique, mais plutôt à l'adolescence. Et je peux le dire, c'est un brûlot qui m'avait véritablement fasciné, alors je ne sais pas de quelle manière, peut-être le film qui m'a à jamais vacciné contre l'idée d'être marié. J'en sais rien, je plaisante, mais ça reste quand même dans l'ADN et dans la tête, ce genre de truc. Et oui, quand tu vois ça adolescent, tu peut-être as un malin plaisir à observer la déchéance absolue et la cruauté de ce déferlement dû aussi à la vie 100% à l'américaine, parce qu'il faut y voir une comédie noire certes sur le couple, d'accord, mais pourquoi celui-ci bat de l'aile et finalement finit par exploser, imploser, tout ce que vous voulez, et ben parce que autour de cela, il y a le monde à l'américaine, très capitaliste, qui fait que les humains finissent par se déshumaniser et ne plus pouvoir se supporter entre eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas revu tant de fois que cela, peut-être que la 4e fois, je pense, que je me le fais. Mais ça reste un bonbon assez dur qui questionne beaucoup de choses. On est à la fin des années 80 déjà, et quelque part j'y vois indirectement là une sorte de déconstruction du réganisme, de cette société très propre de la réussite à l'américaine. Je pense que Danny DeVito penchait plus du côté démocrate, je ne sais pas, mais quand tu vois ce genre de travail-là, tu ne peux pas t'empêcher de penser ainsi. Mais bon, c'est dans une mouvance donc de cette fin de période faussement dorée qui galvanisait à fond le American Way of Life, le Make America Great Again, bien avant celui de ce président-là dont je tairai le nom et qui est en place actuellement. Mais voir que de toute façon l'appât du gain, l'ambition et tout fait que derrière l'amour n'existe plus. Mais c'est très intéressamment construit, avec évidemment un regard d'aujourd'hui différent sur certaines choses, parce que il y a des moments où évidemment il y a ce travail peut-être un petit peu déviant sur le personnage féminin, mais les deux sont de toute façon mis sur le même plan, c'est-à-dire au pilori de cette idée d'avoir voulu à tout prix réussir les choses de leur existence, aux dépens même des choses simples et de leur relation et de leur union. Parce que c'est ça en fait.
Et les deux sont, on va dire, montrés de façon vénale de la même manière. Et j'ai un peu l'impression aussi, finalement, que la construction autour du personnage donc, de Barbara, l'autre c'est Oliver, les roses, hein, c'est eux, et elle, en mode vengeance et revanche contre cette société, forcément patriarcale, qui l'obligeait à rester la femme au foyer. Elle aussi, elle avait envie de faire autre chose, et pas que du pâté à la maison juste pour le plaisir et le fun. Elle veut aussi créer sa start-up, si vous voulez, hein, j'exagère à peine, et gagner son propre argent, tandis que le mari, lui, continue de monter, on va dire, les échelons dans sa boîte, etc., etc. Et une forme de jalousie aussi qui se met en place, certes, mais à la base, elle a été contrainte à cette vie, elle n'était pas que la mère des enfants, quoi. Voilà, et la bonne épouse qui attendait au foyer gentiment. Donc il y a cette idée aussi que l'évolution du rôle de la femme dans la société, qui a pu se faire quand même par rapport à des films du même genre dans les années 50-60, mais quand même, certaines restaient bloquées dans ce carcan, et là, tout explose à un moment, parce que c'est aussi une façon de montrer à travers ce film qu'il était difficile, forcément, d'avoir l'émancipation totale de la working girl, hein, si vous voulez, comme on a appelé ça, la businesswoman, tant les carcans et on va dire les... oui, c'est ça, hein, je me répète un petit peu sur les mots, mais vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Tant les limites de cette société patriarcale à l'américaine restaient prégnantes, même si on nous avait déjà vendu avant la possibilité, hein, depuis les années 70, et la seconde vague féministe, hein, si vous voulez. Je simplifie, mais c'est un petit peu cela. Et derrière, ben alors, c'est un crescendo, ou plutôt un décrescendo vers une descente aux enfers, qui est à la fois jouissive, cruelle, donc oui, on y prend une sorte de malin plaisir à voir ces Américains élevés socialement s'autodétruire et se détruire mutuellement, mais il y a une forme de tristesse et de quelque chose de pathétique aussi, là, qui va aussi bien d'ailleurs être mise en avant par la narration en flashback, si vous voulez, du personnage de Danny DeVito, qui est cet avocat, donc, qui est aussi collègue de travail du personnage de Michael Douglas, et qui, à cause de cette histoire, s'est remis à fumer, par exemple, et on le voit, donc, dire à son nouveau client, faites attention avant de divorcer, peut-être réfléchissez aussi à établir à nouveau une connexion avec votre épouse avant que ça ne finisse mal. Parce que là, évidemment, hein, on est dans certains clichés stéréotypes et on tire les grosses ficelles, mais non seulement, certes, ils veulent divorcer, enfin c'est la femme qui décide de divorcer, ça c'est intéressant. C'était pas évident encore, hein, dans le cinéma des années 80-90 qu'on ait ça. On va penser au film Kramer contre Kramer aussi, même si c'est autre chose, il y a aussi cette idée de couple qui se casse, qui se brise. Mais donc, elle demande le divorce et tout, mais il y a cette propriété-là et toutes les possessions qui font qu'ils vont rester à vivre ensemble dans une sorte de démence, hein, parce que là, on en arrive très loin, ils vont se pousser l'un et l'autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans une zone spoiler ici, mais sur les animaux de compagnie, sur des scènes qui sont vraiment à la lisière du cinéma horrifique, hein. C'est entre Hitchcock et post-horreur, un petit peu, pas slasher, mais quand même, hein, tout le final, on n'en est pas loin. Alors, c'est pas du slasher, mais c'est presque du home invasion, mais ils sont pas invasion, c'est eux, dans leur intimité, qui sont totalement envahis par cette haine, vous voyez, et cette montée en build-up absolu de détestation ultime, et des scènes qui restent, quoi. Alors évidemment, hein, le pâté, hein, j'en dis pas plus, il y a... c'est marrant parce qu'il sortait de Liaison Fatale, il me semble, à Michael Douglas. Et avant Basic Instinct, le stéréotype des rôles qu'on pouvait lui donner, on peut faire un Michael Douglas Universe. Hein. On peut même remonter du coup à La Poursuite du Diamant Vert, et même sur le côté capitalisme, avec une once de Wall Street. Bref, cette idée de scène très percutante, hein, je ne parle pas que du lustre, qui nous est bien montré pour le final, ce jeu sur les espaces de la maison, les escaliers, c'est super bien mis en scène, hein, sur toute la finalité, le sauna avant, etc., etc., les destructions de voitures, et même en dîner d'affaires à la maison, tout pour empêcher l'autre de nuire et d'être au-dessus de l'autre. Hein. C'est une histoire de vengeance et de jalousie perpétuelle. C'est vraiment, vraiment triste aussi. Mais c'est tristement déconstructif aussi. Et c'est pour ça que c'est une comédie noire, quoi.
L'idée aussi de travailler sur la photographie, ça se noircit, ça s'assombrit au fur et à mesure que le film avance, hein. C'est évident. Et le fait aussi de travailler sur les espaces, comment les deux ne peuvent plus saquer même la caméra et les plans, et les mettre vraiment comme des aimants opposés par moment. Et ça pète, et ça s'insulte, c'est assez politiquement incorrect aussi. Donc c'est un film qui m'a marqué pour cela, parce que dans ce genre-là, j'en avais pas vu d'autres, et j'en ai pas forcément vu beaucoup par la suite, si ce n'est un peu de façon forcée dans des comédies moins intéressantes. Donc ça reste quelque chose d'assez rare. Et si je parle de ce film, tiens, j'aurais dû le dire en intro, c'est que très bientôt au cinéma, un remake va être proposé, réalisé par Jay Roach, avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman. Alors, je veux bien, hein, ok, encore un remake, un énième, mais qu'est-ce que ça va essayer de plus que ce que Danny DeVito ici, enfin, et son scénariste et tout, ont voulu montrer à l'époque. Comment ça va s'inscrire dans l'année de 2025, tout ça? Je ne sais pas. Je pose ça là, à voir. Peut-être que j'irai me le faire au cinéma, je ne sais pas. Hein. Il sort, peut-être, je ne sais pas encore où je serai vraiment revenu des vacances, où j'aurai d'autres choses à faire avant la rentrée. Donc, je ne sais pas si je le visionnerai en salle. Peut-être plus tard, on verra bien. Mais j'ai eu envie quand même de redonner ici une visibilité à l'original qui mérite d'être vue. Et c'est intéressant parce que je ne l'ai pas revu ici de la même manière qu'à l'époque où je l'avais découvert. C'est-à-dire que j'ai un peu plus de recul sur certaines choses. Oui, on a quand même certains clichés, bon, à droite à gauche, ok. C'est des trucs qui sont très drôles aussi, pour le coup, que je n'avais pas forcément perçu la première fois. Au-delà de la comédie, le côté très gymnaste du personnage de Barbara jusque dans les escaliers, ça très drôle. Il y a des moments comme ça, il y a des petites parenthèses où tu as envie de rire au moment où quand même ils sont à deux doigts de s'entretuer. Mais bon, c'est fait pour. Tout est pensé, il y a des choses qui sont bien mises en place petit à petit, que ce soit le pâté ou les animaux de compagnie, on va arriver à un point. Discours aussi sur ces sociétés américaines avec les enfants qui ont été trop facilement laissés livrer à eux-mêmes parce qu'ils étaient dans leur ambition, dans leur amour ou dans le début de leur haine. Cette histoire-là, on va leur donner les bonbons qu'ils veulent, ils ne deviendront pas obèses. À un moment, ils vont quand même devenir obèses, puis finalement, ils vont quand même s'en sortir. Mais tout ça, les parents, finalement, ils sont sortis de l'équation. Tu as l'impression que les gamins se sont fait eux-mêmes dans cette histoire, pendant que le père et la mère restaient dans leur ego. C'est très intéressant ça. Mais voilà, c'est un film assez essentiel, j'ai envie de le dire, sur certaines choses, et qui reste quand même encore très visionnable de nos jours, avec un regard assez intéressé sur le contexte social et comment on a voulu mettre à mal the American way of life, des yuppies, comme on le dit, les young urban upper class things, machin truc là, c'est clairement ça. C'est pas tendre du tout, et j'aime bien. J'aime bien, parce qu'il y avait quand même un côté sincère qui risque d'être un peu plus cynique avec le remake, à voir. Parce que bon, c'est facile aujourd'hui de rentrer dedans un petit peu ce genre de choses, mais à voir quel veut être le message porté derrière et comment c'est fait surtout. Mais bon, on verra bien. Bref, La Guerre des Roses, une petite vidéo un peu pêle-mêle, à l'image de mes impros cinécritiques de toute façon, mais là j'étais un peu plus... C'était difficile d'être beaucoup plus stable quand on sort d'un tel visionnage, j'avoue. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ce duo, qui donc se déconstruit lui-même du film de Zemeckis sorti 5 ans avant, et ça c'est drôle aussi, parce que je pense qu'on jouait aussi sur cette popularité, sur ce duo voilà, de ce film précédent, et aussi sur le Michael Douglas de ces thrillers plus ou moins érotiques, un peu moins érotiques, c'est un thriller quand même de couple, si vous voulez. Bref, à vous la parole, je vous attends au tournant en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.